Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission intitulée RAM, votre nouvelle émission dédiée à la redevabilité des acteurs humanitaires au Mali. RAM est une composante d'un projet initié par l'ONG AMSOD pour soutenir et renforcer les organisations humanitaires dans le cadre de la redevabilité au sein de leur organisation, encourager la participation et permettre aux bénéficiaires d'exprimer leurs besoins et prendre part aux décisions qui les concernent. Et désormais, c'est votre nouveau rendez-vous mensuel sur Joliba TV News. Pour cette présentation, je serai avec Attaher Alidou. Oui, bonjour Dedo, bonjour à tous les téléspectateurs. J'ai un plaisir d'être avec Dedo. Le plaisir est partagé. Et ce mois-ci, nous avons comme invité M. Touré Mohamed Askia, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali. Oui, parlons maintenant de notre invité. Il est défenseur des droits humains, il est juriste de formation, spécialisé en droit international. Il débute sa carrière au sein des Nations Unies en 1992 comme chef de la sous-délégation en Afrique du Sud après la fin du régime de l'apartheid. Mauritanien d'origine, Mohamed Askia Touré est d'une grande culture de paix et de justice. Il maîtrise l'anglais, l'arabe et le français, ainsi que le wolof et le peul. Il a servi sur plusieurs champs d'opération, de l'Asie à l'Afrique, en passant par l'Europe et l'Amérique du Nord. M. Touré fut représentant de l'UNHCR en Guinée-Conakry. Il a aussi servi en République démocratique du Congo, en Centrafrique, puis en Côte d'Ivoire, avant de rejoindre le Mali en 2002. Voilà, et M. Touré, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces termes? Un peu trop élogieux, mais bon, c'est bien moi, bien sûr. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots le HCR et son mandat au Mali? Le HCR, en fait, merci beaucoup de m'avoir dans vos studios. Je suis honoré d'être invité à cette émission. Le HCR au Mali, le HCR tout court, c'est effectivement l'agence qui s'occupe des réfugiés, la protection des réfugiés, mais à cela, il faut peut-être rajouter une nouvelle définition, parce que le sigle est trompeur. Quand on parle d'HCR, donc toutes les personnes qui voient le HCR l'identifient aux réfugiés. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ce sigle. Le HCR, en fait, est l'agence des Nations Unies qui est en charge de la protection. Quand on entend protection, c'est en grande partie la protection juridique contre les violations des droits humains que peuvent subir les réfugiés. Mais à côté des réfugiés, il y a effectivement un ensemble de populations qui aujourd'hui rentrent sous le couvert du mandat du HCR, à savoir les personnes déplacées internes. Et bien entendu, la différence, elle est minime. C'est souvent des personnes qui sont dans les mêmes situations. La seule différence qui existe entre les deux catégories d'individus, c'est que les uns ont traversé une frontière internationale, donc sont considérés comme réfugiés, donc ont besoin de protection internationale. Et les autres, les personnes déplacées internes, comme le dit le mot interne, ils n'ont pas quitté le territoire national, mais ils ont aussi besoin de protection. Donc le HCR, bien sûr, à l'instar d'autres agences du système des Nations Unies et de la communauté des ONG, vient en secours et vient en aide à ces populations-là. Donc au Mali, bien entendu, donc pour revenir à votre question, précisément au Mali, donc le HCR est en charge de tout ce qui est protection des réfugiés, donc qui relève automatiquement de son mandat, mais aussi elle est en charge de tout ce qui est abri et tout ce qui est protection lorsqu'il s'agit de situations de déplacement interne. Donc ce sont les deux casquettes principales que le HCR a au Mali. Il y a une casquette qui est peu connue aussi des Maliens, c'est tout ce qui concerne l'apatridie, donc d'individus qui sont sans patrie. Donc, dans le cas du Mali, nous avons approximativement 15 000 Mauritaniens d'origine qui sont dans la région de Caille, qui aussi relèvent du HCR. Donc, en gros, pour me résumer, ce sont les trois casquettes que le HCR a au Mali: s'occuper des réfugiés, s'occuper de la protection des personnes déplacées internes, qui sont fort nombreux, et bien entendu des apatrides dans la région de Caille. Alors, M. Touré, la redevabilité, qu'est-ce que c'est selon vous, puisque c'est de ça qu'il s'agit? Vous savez, la redevabilité, en fait, c'est un terme anglicisé qu'on a essayé de traduire en français, c'est la accountability. Donc, c'est le devoir de rendre compte. Je veux dire qu'on rend compte de ce qu'on fait, on rend compte de nos actions, on rend compte de nos activités. Et il est évident que tout ce que nous devons faire ne doit pas rester de manière méconnue, mais de s'assurer que ce pourquoi nous avons été mandatés est quelque chose qui est rendu compte. Rendu compte, non seulement on le doit à nos bénéficiaires, parce que simplement vous êtes censé vous occuper des réfugiés, comme les AMSOD, comme les
beaucoup d'entités qui travaillent à l'endroit de ces personnes-là. Donc il faut rendre compte, dire que vous êtes engagé à les protéger, il faut rendre compte que vous l'avez fait. Donc la redevabilité, c'est plus aussi un devoir éthique. Éthique, c'est moral, parce que tout simplement, il ne s'agit pas de dire je m'engage à faire quelque chose, ne pas le faire. Donc il faut s'engager à le faire et montrer qu'on l'a fait. Et bien entendu, il y a aussi un aspect important, c'est que la redevabilité aussi, elle est à l'endroit non seulement des personnes pour qui nous travaillons, mais aussi des personnes qui nous donnent des fonds. La communauté des donateurs donne des fonds aux entités qui travaillent, à savoir la chaire, l'AMSOD et tout un ensemble d'entités qui travaillent dans le monde humanitaire. Et cet argent vient de ces pays-là, et ces gouvernants doivent rendre compte à leur constitution, doivent rendre compte à leur parlement, doivent rendre compte à leurs électeurs des sommes qu'ils ont allouées au monde humanitaire. Et donc je pense que de cela découle une sorte de cascade de toutes les personnes qui sont engagées, de rendre compte de qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez dit et quel est l'engagement que vous avez pris et jusqu'à quel niveau vous avez respecté cet engagement-là. Alors, comment l'UNHCR a opérationnalisé sa stratégie de redevabilité au Mali? Comment est-ce qu'elle communique avec les populations cibles? C'est ce que nous allons découvrir dans le reportage du mois qui a été réalisé sur les 3 mécanismes de redevabilité au sein de l'UNHCR. Suivez avec nous. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés reconnaît le droit de toute personne de participer aux décisions qui la concernent, qu'elle soit réfugiée, apatride ou déplacée interne, afin qu'elle puisse accéder pleinement à leurs droits. Dans le but de promouvoir la redevabilité envers les populations affectées, le HCR a adopté une approche basée sur la communauté à travers 3 initiatives de communication dans les régions de Gao, Menaka, Tombouctou et Mopti. Notre équipe est allée à la découverte de ces initiatives dans les différentes zones les plus reculées du Mali. Le projet Un ménage, un téléphone vise à renforcer la communication bidirectionnelle avec les communautés déplacées de force, les réfugiés et rapatriés, de même que leur accès à l'assistance et aux services de protection. Les téléphones sont là. Voilà, c'est des Android qui leur permettront un peu de surfer sur Internet, de faire les activités, de communiquer avec le réseau, de communiquer avec leurs voisins, avec la famille. Entre 2021 et 2022, 400 kits de téléphone ont été fournis au Mali, plus particulièrement au centre. Donc, kera sababu téléphone sur le buka mo wele fe mo fe min kera jena obi bo kalama WhatsApp kono na ni Facebook ani fen chama minu bi téléphone kono. Comment vous allez amener les gens à maîtriser ça? Et puis les populations nomades, vous leur donnez un téléphone. Est-ce que c'est vous allez continuer à alimenter les téléphones au point de vue crédit? Ou bien c'est la personne qui va faire l'effort de chercher? Et surtout que c'est un milieu au point de vue technologique sont en retard. Afin de garantir l'utilisation de ces téléphones, le HCR a facilité l'installation des kits solaires et l'organisation de la formation des formateurs au sein des bénéficiaires. À long terme, ces téléphones, tout comme les autres initiatives, pourraient être des véritables outils de sensibilisation à travers la création et la diffusion de contenus numériques accessibles, tout en favorisant l'inclusion énergétique et digitale des populations affectées.
Je veux dire que quelqu'un qui ne possède pas un téléphone, un pauvre type qui n'a pas de téléphone, et que l'ONG ou bien un bailleur lui offre un téléphone, il a enlevé une grande dépendance parce qu'il peut communiquer n'importe où il veut. Il veut rester en contact avec ses parents. Sinon, le téléphone, aujourd'hui, c'est un outil de communication. C'est nécessaire. Deuxième initiative de communication avec les communautés au sein du HCR, la ligne bleue est un numéro tenu par les agents sur lequel les populations concernées peuvent appeler directement 2 fois par semaine ou préenregistrer des messages dans 4 langues locales et en français. À cette ligne bleue ont accès toutes les catégories de population que nous servons dans ce pays. Alors, ce sont au total plus d'1 million de personnes dont le HCR pourrait s'occuper sur l'ensemble du territoire. Elle permet aux communautés cibles de faire des demandes d'assistance, d'exprimer leur satisfaction ou mécontentement par rapport aux activités des partenaires, de poser des plaintes de toute nature, y compris par rapport au personnel et partenaires du HCR. Il y a eu quelques gens qui n'ont pas été assistés, qu'ils ont pris. Et je leur ai fait savoir, j'ai appelé leur direction, bien la ligne bleue, comment on appelle. Donc ils m'ont répondu qu'ils vont me rappeler. Depuis lors, ils ne m'ont plus rappelé. J'en avais appelé aussi une fois par rapport à des gens qui n'ont pas reçu leur goût. Quand j'ai appelé, ceux-ci quand même ont été satisfaits. Quand j'ai interpellé l'ONG, ils ont été assistés. C'est lui, permanemment, qui prend toutes les les langues. C'est mieux. Parce que le PDI, s'il a son téléphone et qu'il n'a pas été assisté, son nom a été pris, lui-même il peut appeler. Il peut appeler lui-même, il s'exprime. Hein? C'est son droit. La ligne bleue permet également la gestion et le référencement plus efficace des préoccupations des populations. Salanda ko tere se matakan zama goi fonni go te kan sigagu donc ina dim no budadi che wati ni kan ci se ngai mun gono tun dinga ce kai ina ifo sai na ce ina wallahi ci zara man bu no ai bai gi ce fon ki mana te wa me afon mai bai gi ce ina oh ya ni ga do ni go wargi ce warga do ai go do wat kul kai wa kai ni ce bai kai shin fo daga shan zara mu cin kware ne sai Le dernier mécanisme de redevabilité au sein de l'UNHCR répond aux défis de connectivité et d'accès aux communautés. Il s'agit d'espaces de rencontre sur le site des populations concernées, équipés de matériel technologique tels que des équipements de visioconférence, des projecteurs et un accès à Internet. Une salle communautaire dans laquelle on met du matériel de vidéoconférence pour permettre que des personnes déplacées internes puissent directement avoir des réunions, avoir des temps de discussion, soit avec le représentant du HCR en personne, ou alors avec d'autres personnes, ou d'autres partenaires qui sont dans différents endroits du monde. Oui, la salle nous sert de salle de réunion et d'alphabétisation pour les adultes et d'éducation aussi pour les enfants déplacés. Moi, personnellement, je trouve que c'est pertinent, puisqu'à travers ça, on a pu connaître les directeurs bien avant qu'ils viennent ici en personne. On l'a connu d'abord à travers la vidéoconférence, il nous a posé des questions. Et lui-même, il est venu ici en personne. On a pu poser nos problèmes bien avant qu'il soit là. Opérationnelles à Gao, Mopti et Tombouctou, les salles communautaires connectées permettent d'organiser des consultations et renforcer les relations de partenariat entre les structures communautaires et le HCR, voire donateurs. Mais le fait que y aura une sécurité à tisaka sogo yoro fana fenges resident o kama de tunko be fento ya nere de koma ukatani fenni ni yoro nyana man sorala abseka do yoro mina mo gote saka sunya fen dimsen saka magala ukatana. Présent au Mali depuis 1980, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR
a pour mandat de conduire et de coordonner l'action internationale pour la protection des réfugiés et la recherche de solutions à leurs problèmes. Mais je pense que dans tout cela, ce qui est le plus important, c'est de tous ces 3 projets, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le niveau de protection que ça augmente. Le niveau de protection pour ces individus-là. Je veux dire que le régime de protection, bien entendu, est quelque chose qu'on devrait continuer à parfaire. Mais je pense qu'à travers ces 3 projets, je pense que la relevance, l'activité même de protection du HCR s'en trouve beaucoup plus renforcée. Renforcée d'abord par la proximité des personnes qu'on protège, renforcée dans l'écoute qu'on peut avoir à l'endroit de ces individus-là et renforcée dans l'attente qu'ils peuvent avoir et savoir que le HCR sera toujours là pour pouvoir répondre à leurs attentes. Dans le but de renforcer davantage la redevabilité envers les communautés et garantir leur participation et l'accès aux solutions numériques, ces 3 initiatives qui sont complémentaires obéissent au souci de la redevabilité, facilitent l'inclusion et améliorent l'accès des personnes déplacées à l'information sur leurs droits et la promotion des meilleurs environnements de protection dans les zones de déplacement. Alors, nous venons de suivre un reportage sur les 3 initiatives de redevabilité au sein du HCR. Monsieur Touré, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le HCR a mis en place ces 3 initiatives-là? Je pense d'abord le principe qui nous a animés, c'est de se rapprocher davantage des bénéficiaires. Il va sans dire que malheureusement le Covid a été plus ou moins déclic. Quand il y a eu le Covid, on s'est rendu compte que la proximité par rapport aux bénéficiaires était beaucoup plus difficile parce que tout simplement on était loin des camps, des sites et des camps, et on s'est rendu compte qu'il fallait trouver un moyen de voir comment on pouvait davantage se rapprocher d'eux. Donc je pense quelque part à tout malheur bonheur il y a. Donc c'est ce déclic qui a plus ou moins favorisé cette initiative. Donc, l'initiative, c'est de se dire il faudrait qu'on soit proche des bénéficiaires. Être proche avec eux aujourd'hui, je dis que le moyen de communication le plus aisé, c'est le téléphone. Le moyen de communication le plus aisé, c'est le téléphone, mais à travers le téléphone, toute la facilité que nous donne Internet, toute la facilité que nous donne certaines possibilités de l'utiliser. Donc, nous avons donc mis en place cette possibilité d'avoir ces personnes qui, dans leur langue, peuvent joindre le HCR pour dire voilà, je souffre de tel problème, j'ai telle doléance, j'ai tel problème de protection, parce que notre souci fondamental, c'est la protection. Donc on s'est demandé, effectivement, c'était peut-être une façon de pouvoir étendre le maillage de protection à l'endroit de ces individus. En allant plus loin, on s'est dit, effectivement, c'est bien beau d'avoir une ligne pour les gens appellent, mais s'ils n'ont pas de téléphone, comment ils vont appeler? Donc il faudrait quand même avoir la possibilité, bien que beaucoup de personnes aujourd'hui, je veux dire que l'écrasante majorité des personnes dans lesquelles nous vivons, avec les personnes avec lesquelles nous vivons aujourd'hui, le téléphone n'est plus un luxe, je crois que c'est à la portée de tout le monde. Et donc, malheureusement, certaines lignes, notamment Internet, ne sont pas facilement accessibles à tout le monde. Mais le téléphone, en tant qu'outil de communication, il est accessible à tout le monde. Donc, on a mis donc cette ligne bleue qui permet de manière gratuite à ces personnes d'appeler et d'avoir à l'autre bout du fil un interlocuteur à qui ils peuvent poser les problèmes dans lesquels qu'ils rencontrent. Là, dans le même esprit, un ménage en téléphone, c'est de permettre d'avoir un téléphone dans un ménage avec la possibilité d'une recharge solaire. Donc, c'est aussi utiliser les facilités que nous offre aujourd'hui la technologie pour pouvoir les mettre à la disposition ou à la disposition de la protection. Le dernier outil que, à mon avis, aussi a sa grande importance, c'est les salles communautaires. Des salles communautaires, donc grâce à ces salles communautaires, j'ai pu rentrer en contact avec les personnes non bénéficiaires en étant à Bamako. Nous ne pouvons pas me rendre à Menaka ou nous ne pouvons pas me rendre à Gao du fait de la Covid ou du fait d'autres impératifs qui n'ont pas pu le faire. Donc, je me suis permis de pouvoir rentrer en contact avec ces personnes directement à partir. La salle communautaire, bien entendu, ne doit pas se limiter qu'à des réunions entre les représentants et les bénéficiaires. Elle peut aller plus loin. Je veux dire que j'ai comme ambition de voir dans quelle mesure ces salles peuvent être utilisées pour des raisons didactiques. Donner des cours aux enfants, utiliser cet outil pour faire de la sensibilisation, pouvoir avoir accès aux femmes, pour pouvoir faire de la sensibilisation sur des violences sexuelles contre le genre, etc. Avoir accès à cet outil pour pouvoir donner des cours d'alphabétisation, des cours de... Donc je pense qu'aujourd'hui on n'en est qu'à ses balbutiements, mais à mon avis je crois que c'est quelque chose qui peut prendre de l'ampleur
et de l'ampleur pour pouvoir permettre en tout cas une meilleure protection. Donc en conclusion, pour moi, c'est un mariage extraordinaire entre la technologie et la protection. Je veux dire qu'on arrive à lier et la technologie et la protection pour le bénéfice de tous ces individus. Alors, parlant de proximité, quels sont les avantages que le HCR a eu à tirer de ces mécanismes de redevabilité-là? La proximité, c'est certain, il est évident que n'ayant pas accès physiquement à beaucoup de ces personnes-là, le fait qu'elles aient la possibilité de pouvoir nous appeler, crée la proximité. C'est-à-dire qu'il va sans dire que quand vous rencontrez une communauté de 200, 400, 500 personnes, quand vous venez en réunion dans un centre, vous n'avez pas accès à tout le monde. Donc, mais là, grâce à ces moyens technologiques, les personnes ont accès à vous. Donc, ayant accès à vous, donc je pense que la proximité, elle se crée tout de suite comme ça. Alors, beaucoup d'organisations disposent en leur sein de politiques et des documents sur la redevabilité. Mais chez vous, chez le HCR, en termes de statistiques, en termes de chiffres, quels sont ces quelques chiffres-là que vous pouvez partager avec nous? Le premier chiffre qui me vient à l'esprit, certainement, c'est sur la ligne bleue. Comme on l'a vu dans le reportage, c'est une façon extraordinaire pour permettre aux personnes de pouvoir contacter la HCR pour pouvoir effectivement mettre à nu les soucis qu'ils rencontrent. À ce jour, à moins d'un an d'utilisation, on a pratiquement 13 000 appels qui ont été faits à l'endroit de nos opérateurs et qui nous permet de voir aujourd'hui de manière certaine quel est l'impact qu'on peut avoir. 13 000 personnes, il est évident que même si on va dans les camps de manière régulière, on n'a pas accès à 13 000 demandes. Alors que là, vous avez 13 000 personnes qui physiquement ont appelé le HCR pour dire j'ai tel souci, c'est par rapport à mon école, par rapport à mes enfants, par rapport à ma protection, par rapport à des plaintes. À des plaintes contre des partenaires ou à des plaintes contre des fonctionnaires du HCR. Donc, quelque part, ça nous a permis de manière évidente d'avoir un œil qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'avait pas cet outil-là. Okay. Monsieur Touré, justement dans le cadre de la redevabilité, comment collaborez-vous avec les autres structures humanitaires, en l'occurrence les ONG nationales et internationales, ainsi que les autorités étatiques? On n'est pas en concurrence avec toutes les ONG ou avec le monde humanitaire est unique. Je pense qu'on est complémentaires plus que concurrence. Ça, je pense que c'est évident. Beaucoup de nos activités, notamment quand je parle d'agence système des Nations Unies, ces activités se font à travers des partenaires. Donc c'est souvent des partenaires, pour ne pas les citer, AMSOD est l'un des premiers avec lesquels nous travaillons ici au Mali. Donc elle nous sert quelque part de point d'entrée par rapport à la communauté. Je veux dire qu'elle est présente dans tous les champs d'opération, elle est présente auprès des populations, elle a du staff qui parle les langues qu'il faut. Donc, quelque part, c'est une porte d'entrée par rapport aux communautés. Bien entendu, vu qu'on a signé un partenariat, la redevabilité est grande par rapport à AMSOD. Je veux dire, AMSOD doit de manière régulière rapporter à nous, au HCR, pour dire voilà, telle activité a été faite, telle activité n'a pas été faite, quels sont les manquements, et à nous de réorienter, bien entendu. Donc cette redevabilité va d'AMSOD au HCR, mais le HCR aussi est redevable par rapport à ses donateurs. Dire qu'elle elle doit rendre compte à ses donateurs, dire voilà, effectivement, sur le $1 million qui nous a été donné l'année dernière, les activités ont porté sur cela et sur d'autres activités, et voilà où l'argent est parti, et voilà ce que pensent les bénéficiaires de notre activité. Donc je pense que moi je suis redevable par rapport aux bénéficiaires. Je veux dire, s'ils estiment qu'ils n'ont pas été protégés comme ça le devrait, moi je dois rendre compte personnellement de ce que je n'ai pas fait ou de ce que j'ai fait par rapport à cela. Ok, à présent nous allons parler de la rubrique, la newsletter. Je vais vous livrer ici les grandes lignes de la newsletter. À la région de Gao, des incursions et menaces des groupes armés sur la population sont à l'origine des déplacements des populations enregistrés notamment dans les localités de Ntilit vers Gao et Goussi, où la population a été sommée de quitter la zone dans les 72 heures. Des cas d'enlèvement de personnes et de vol de bétail se multiplient aussi dans les cercles d'Ansongo et de Tessit, provoquant le déplacement de la population. Néanmoins, suite aux opérations militaires conduites dans la zone d'Ansongo, l'accès à Tessit, qui était impossible depuis le 19 novembre, serait désormais accessible. Les acteurs humanitaires sont en train d'analyser la situation pour une éventuelle mission d'évaluation des besoins des personnes restées sur place.
L'accès dans la région de Menaka, notamment dans les cercles d'Anderboukan et d'Inekar, reste difficile malgré la reprise des trafics sur l'axe d'Anderboukan-Menaka et la reprise des foires. Un incident concernant le pillage du bureau d'ONG dans la ville d'Anderboukan a été enregistré en janvier, malgré que l'organisation ne soit plus présente dans la ville depuis mars 2022 à cause de la recrudescence du conflit. La situation reste imprévisible avec des risques d'enlèvement dans la ville de Menaka. Les opérations militaires dans les régions de Ségou et de Mopti continuent. Ceci entrave les activités humanitaires dans le centre du pays, notamment dans la commune de Dougoufri, cercle de Nyono, où les ONG ont été obligées de reporter leurs activités en raison des opérations en cours. Des humanitaires interceptés par des groupes armés non étatiques entre les communes de Sougoulbé et Ténoukou, région de Mopti, ont été enlevés et détenus pendant une semaine. L'accès dans la zone est difficile en raison de la forte présence des groupes armés, des engins explosifs, mines et opérations en cours. Une dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tombouctou a été enregistrée suite à l'augmentation des incidents sécuritaires. 46 incidents en janvier 2023 comparés à 36 en décembre 2022. Dans certains villages ainsi que sur les axes routiers tels que Gundam, Tombouctou, Tombouctou-Ber, Tombouctou-Diré. La situation d'accès dans le cercle de Diré et Niafunké reste préoccupante avec un total de 2 communes qui ne sont plus accessibles aux acteurs humanitaires depuis juillet 2022. Les secteurs les plus touchés restent la santé et l'éducation, malgré les négociations pour la réouverture des écoles dans le cercle de Tonka et Taï et sur le site de amsord.org. Et voilà l'essentiel de la newsletter. Alors, merci à Taher pour cette météo humanitaire. Donc, à présent, nous allons suivre un reportage sur quelques témoignages recueillis sur vos bénéficiaires aux 3 activités de redevabilité. Tout de suite, suivez avec nous. barkina on sanne hewte telfongaaji ko ko ɗon men ɗum gasi sanne tiiɗalla heewɗo wonno ko ittani mi arande telfongaaji men jogino ɗi wana wakkati fo tawrete yiite joni ila men heɓiɗi yiite ma so amuy mo a doomam fa jamma a sarsan jamma a sarsan ñalawma yiite maɗa timmata ina ɓooya yiite sanne min haaliranɗi vokke min noddiranɗi yimɓe amen ɗum woni fof min noddiranɗi fay so min muuyi ɗum min haaliranɗi hono wiyete appel vidéo ɗum fof men haala e majji inchallah en barkini on sanne min yetti on sanne. J'ai une fois utilisé la ligne bleue. Je l'ai appelé, mais auparavant, avant ça, je ne savais pas qu'il y a la ligne bleue. Lors de distribution de distribution des trucs du CNCR, c'est fait ici à la maison chaque fois que j'ai vu le numéro bleu là, je l'ai appelé pour vraiment savoir quel obstacle qui m'a empêché d'avoir mes droits d'abord là-bas au niveau du CNCR en tant que réfugié. Là, je les ai appelés. On m'a dit d'attendre le mercredi. Donc, j'ai laissé jusqu'à le mercredi, j'ai appelé. On me répond de façon que je n'ai pas vraiment compris. Jusqu'à là, quand même, il n'y a pas de suite. Et je les ai beaucoup parlé. Ils m'ont même demandé d'enregistrer ta voix, même tout ce que tu vas dire. Il faut attendre un signal pour dire tout ce que tu vas dire. Là, après, on va te répondre. Jusqu'à là, ça fait aujourd'hui plus de 3 mois comme ça. Je n'ai pas eu la suite jusqu'à présent. Téléphone nafi min jaati min ji hen nafa sabi sa wari no ko wala téléphone a yalti wala téléphone yimbe mana kumpa ma sa wala téléphone wala ko noddira albarka Allah min kebi téléphone aji ko ande ka kumpa wala yame yimbe amen woni fumi de andi kambe de be andi de min goni de noddira bati edin go bati no jare wuti min gondo min charge min kokka do min charge. Alors, nous venons de suivre quelques témoignages des bénéficiaires des 3 initiatives de redevabilité au sein du HCR. Monsieur Touré, quelles sont vos impressions face à ces témoignages-là? Bon, c'est assez satisfaisant et je pense que ça montre un peu un engouement, une adhésion à ces populations à l'endroit de ces outils-là. Je crois que ça fait plaisir de voir ça et ça fait plaisir de savoir que l'impact en fait peut être réel et l'impact peut être grand
par rapport à ces populations. Je réitère le fait que c'est un outil de protection très important pour nous assurer que nous avons accès et ces populations ont accès aussi à nous, à travers nous. La redevabilité ne fait que grandir en fait. Alors nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Est-ce que pour la clôture, vous avez quelques mots? Déjà vous remercier et je dois te rappeler que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces outils sont des outils formidables, des outils de protection formidables. C'est un mariage évident entre la technologie et la protection. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a près de 13 000 appels qui ont été faits en moins d'1 an. Donc nous espérons que ces appels vont continuer à grandir. Et même si souvent les gens appellent, ce ne sont pas nécessairement des soucis de protection en tant que tel, mais le fait d'avoir accès directement au HR, c'est quelque chose de formidable. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel nous encourageons énormément les populations à faire recours. C'est un instrument qui leur appartient et je crois qu'ils gagneraient à davantage l'utiliser pour pouvoir s'assurer que leur protection est là. Et bien entendu, je continue à dire que la redevabilité, elle doit être là. Dire qu'on est tous redevables de quelque chose. Je veux dire que c'est un problème éthique, c'est un problème moral. Je crois que tout ce qu'on fait dans notre vie, tout ce qu'on s'engage à faire, je crois qu'il est évident de rendre compte de ce qu'on a fait. Et je crois qu'on est jugé en fonction de ça par rapport aux bénéficiaires. M. Touré, merci. Nous avons beaucoup appris avec vous. Vous êtes un bon interlocuteur. Merci et vivement la redevabilité dans tous les domaines. Merci aussi des deux. Voilà, alors c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Et les acteurs humanitaires qui souhaitent contacter AMSOD peuvent directement nous contacter à travers le mail amsod@amsod.org ou sur jelika@amsod.org. Vous pouvez également nous appeler au numéro suivant 20 28 44 07. Je répète, 20 28 44 07. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro du RAM sur Joliba TV News. À bientôt.